Pas ça. On fait ça. Yes sir, Gabi Man, ça va? Yes sir, man, ça va toi? Ouais. Là, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est... Gros événement qui vient de se passer. Le podcast sortira pas au même moment, mais... Ouais. Vas-y, non, mais c'est un sujet qui est quand même tabou dans le monde du sport. C'est pas beaucoup de sports qu'on a le droit de se battre à la limite, d'avoir des combats, à part les sports de combat. Les sports de combat. Sinon, dans les autres sports, c'est comme c'est illégal. Là. T'es out of the game, t'es suspendu, etc. Au hockey, on a le droit. Jusqu'à un certain point. Certains niveaux, on peut pas. Même que le junior majeur ont embarqué dans le process dans le processus d'enlever quasiment ou. Il l'enlève pas complètement parce que tu peux. T'es pas suspendu la première fois. Mais sinon, t'es out of the game pareil. T'es sorti de la game. Mais dans la salle, on peut. Là, on a vu le Canada USA, que ça l'a fait jaser. Dans mon cas, je ne sais pas si c'était la même chose pour toi, mais dans mon cas, c'était OK, c'était plus qu'un message à passer. C'était plus que juste on joue au hockey et on se bat. Là. Ouais. Il y avait... c'était deux nations, une contre l'autre. Il y avait du... je dis quasiment que ça m'a pris... C'était quasiment viscéral. Non, dans mon ça cas, l'était, ça l'était. Moi, j'étais présent sur place, puis je te le dis, je suis allé quand même plusieurs fois au Centre Bell dans les dernières années. Il y avait vraiment une ambiance particulière que j'ai jamais vécue. Ouais. Il y avait vraiment quelque chose, puis il faut expliquer aussi, c'est qu'il y a des enjeux politiques présentement. Il y a un jeu de coulisses en arrière de ça entre les gouvernements américains et canadiens. Puis, ça fait 2 jours le match, là, donc c'est sûr que le podcast ne sortira pas en même temps. Mais il y a encore cette frénésie-là. Là. Les gens sont excités par ce match-là qui vient de se passer. Nonobstant la bataille ou pas qui a eu lieu, il y avait vraiment une animosité entre les deux équipes. Il n'y avait personne là, sur le... Moi, j'étais vraiment en arrière du banc des pénalités. Fait que je pouvais voir la face, les réactions émotionnelles des joueurs. Il n'y a pas un joueur, puis c'est plein de gars qui jouent dans la même équipe, là, qui se connaissent. Là. Il n'y a pas personne qui se parlait sur la glace. Là. Non. Il n'y a pas d'échange. Tu sais, d'habitude, tu vois ça aux Olympiques ou les matchs où il y a des gardiens de but qui vont être à la ligne bleue ou à la ligne rouge puis qui vont se mettre à jaser. Il y a des gars qui vont se mettre sur le bord de la bande. Ça va chatter, chit-chat. Il n'y a pas un gars qui se parle là. Non, c'est mean business. Là. C'est vraiment, là, les gens ont pris... Puis, tu sais, les huées qu'il y a eu dans les dernières semaines... À travers les différentes arénas de la Ligue nationale, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, où que les fans canadiens ont eu l'hymne national américaine, puis le contraire aux États-Unis. Il y a eu un build-up. Puis je pense que c'était nécessaire, man, que ça se donne comme ça. Les Tkachuk, je veux dire, t'as tout t'as la recette gagnante, là, tu sais, t'as les Tkachuk qui, eux autres, c'était probablement donner le mot. Nous autres, on s'en va là, puis on fait un statement, puis ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Puis les Canadiens ont répondu. Oui, vraiment... Ils ont répondu. On n'était pas tant équipés, si tu regardes le côté line-up, pour répondre à ce genre de game-là. Mais on avait quand même des guerriers. Là. On est des Canadiens, les joueurs sont fiers au Canada. Là. Ils n'allaient pas se laisser imposer. Là. Un A-goal qui... Je ne m'attendais pas à ça. Là. J'ai resté surpris. Je suis vraiment resté surpris par Echo... au 16 qu'il y a, là, on peut s'attendre à ça, c'est la normalité, mais Eagle surprenant. Chris Ryder s'est fait brasser pas à peu près par Echo, je peux te le dire. JT Miller. JT Miller, excuse-moi. JT Miller, ouais. JT Miller s'est fait brasser, mais écoute, une marionnette. Une marionnette, exactement. Fait que, tu sais, on en parle. Je pense que c'est un sujet qu'il y a eu déjà beaucoup depuis quelques jours. Il y a du monde qui ont aimé, il y a du monde qui n'ont pas aimé. Tu sais, j'ai regardé la game avec ma femme. Ma femme m'a dit, c'est quoi, là, on est avec des enfants, c'est quoi qui se passe, là, présentement? Exact. Là, je dis, non, j'ai un message à passer. Ça ne durera pas toute la game comme ça, là. Je peux pas croire, là. Il y a un message à passer. Non, mais Yann, t'as joué au hockey, toi. Tu comprends ces choses-là. Les gens, tu sais, qui ont pas... C'est ça que j'explique aux gens des fois, là, tu sais, du monde qui parle contre les batteurs et des trucs comme ça. Je sais pas, tu sais, on est dans ce domaine-là. On veut pas que les kids apprennent à se tapocher d'en face. C'est pas ça le sport. On s'entend tout là-dessus. C'est juste qu'il y a encore des événements qui se passent sur une glace où quand t'as joué puis t'as reçu un slash ses mains, quand t'as joué puis t'es arrivé en échappé puis tu t'es fait darder dans le ventre avec un hockey puis qu'il n'y a pas eu de call sur le jeu, quand t'as joué au hockey puis que t'es devant le filet puis tu reçois un 6 pouces d'un côte puis tu te réveilles le lendemain puis t'es bleu puis t'es plus capable de rien faire, les gens comprennent pas. Tu sais, quand t'as jamais été à la guerre
puis tu t'es fait faire mal, Ah puis ça n'a pas été puni, puis tu n'as pas eu... Il y a une sorte de pas une vengeance, mais il y a une façon après ça de répliquer de OK, ben tu sais, si c'est ce genre de game-là qu'on va jouer, ben je vais en jouer moi aussi. Ouais. Puis c'est frustrant. Les premiers là, à s'offusquer de ça, c'est les mondes qui jouent au hockey la fin de semaine là, dans des ligues de garage. Ils se font un petit slash là, accidentel sur une pad, puis ça pogne les quételles, là, là, ça saute partout, ça vient vraiment excité. Mais quand tu fais vraiment mal parce que la personne elle veut te faire mal, imagine l'effet émotionnel, imagine ce que ça prend pour garder le contrôle. Mais c'est pour ça que dans le hockey, puis on me demande souvent est-ce que je suis pour ou contre les batailles. Ben ça dépend. En réalité, c'est que dans une situation comme ça, s'il faut que ça vienne à des coups de poing, une bataille versus on commence à se donner vraiment des cheap shots. Je pense que des fois, il y a des règlements de compte qui se passent mieux de cette façon-là qu'à coup de bâton, puis à coup de cross-check d'un dent, puis tout le kit qu'on peut voir. Là. Donc, moi, cette partie-là, je me dis toujours, je pense que des fois, ça règle certains problèmes, certains enjeux sur la glace, certains conflits. Puis je pense que c'est une bonne façon de le faire. Moi-même, je me suis déjà battu au hockey. Puis finalement, par la suite, c'est comme si tu as moins tendance à vouloir cheap-shotter l'autre joueur parce qu'il a fait face à la musique. Les comptes se sont réglés. Puis après ça, on passe à un autre appel, on joue, puis let's go. Des fois, ça a un impact sur le momentum de la game aussi. Je te dirais, dans cette partie-là, ce que j'ai vu, en tout cas, aux États-Unis et Canada, c'est que les Canadiens puis les Américains, ça leur a bien répondu. Puis il n'y a pas eu vraiment d'enjeu de momentum parce que c'était pas mal égal. Par contre, les Américains c'est eux autres qui ont ce plan de match-là. C'est ça. Fait que je trouve que ça a eu quand même un impact par la suite, que même à la limite, côté physique, McDavid s'est fait frapper vraiment solide par McEvoy. Mais, tu sais, moi, je pense que ça a mis la table si. Ça a fait en sorte, comme tu dis, je pense que ça a fait pas baisser l'intensité, je ne voudrais pas dire ça, mais on dirait que tout le monde s'est dit, OK, là, ça va être une vraie game de hockey. Là. Non, c'était pas un match d'étoiles. Non, c'était pas un match d'étoiles. Même si c'était des étoiles sur la glace. C'est ça, exact. C'était une vraie game de hockey. Là. Sans enlever aussi les cheap shots, comme tu dis, parce que je pense que si les Américains étaient comme un peu blessés puis tannés de se faire ruer puis ils trouvaient ça que c'était pas respectueux, ils peuvent pas aller se venger sur la foule vraiment. Tu peux aller marquer un but, tu peux. Mais une des choses que tu peux faire, c'est commencer à aller frapper le Canada puis jouer comme une game un peu plus dirty. On dirait que les Américains, ça leur a fait du bien. Ils ont fait sortir le méchant avec cette bataille-là puis ils ont pu se concentrer à jouer au hockey par la suite. Puis, au niveau de l'ambiance pour le Canada, ça nous a donné un avantage numérique, puis on a marqué, puis, tu sais, ça a vraiment... Mais l'enjeu, c'est que je pense que les Américains étaient vraiment tannés, là. Étaient tannés, là, tu sais, d'entendre le monde les huer, carrément. J'étais allé cette semaine aussi voir USA Finlande, puis il y a eu des huées, puis malgré qu'il y a eu plein... Comme je sais pas combien de fois que Michel Lacroix a annoncé qu'on devait respecter, pas de huées, etc. Il y en a eu, tu sais, puis je te dirais que je suis plus ou moins d'accord, là, malgré tous les enjeux qu'il y a politiques présentement. Ça reste que là, c'est un sport. Nous autres, on est des fans du Canadien de Montréal. Puis il y en a des Américains aussi chez le Canadien. Je me dis, on ne va pas aller huer nos joueurs non plus. C'est le même principe. Puis je trouve que les huer, a plus ou moins sa place sur un hymne national. Tu veux huer un joueur comme Mathieu se fait huer, moi, j'ai pas de problème. Mais huer pendant l'hymne national, je suis un peu moins pauvre. Donc... Je pense pas que c'est une majorité de gens, par exemple, qui le font. Oui, c'est ça. C'est tout le temps un petit groupe. Il y a tout le temps un pourcentage. Donc... Moi, ça, tu peux pas empêcher ça, c'est la liberté d'expression. C'est dur à gérer. C'est ça, exact. C'est sûr que t'es quelqu'un qui travaille dans le milieu de la foresterie, puis tu sais que tu vas avoir un impact au niveau des ventes du bois, puis tu vas perdre ta job, etc. C'est sûr que quand tu es impacté directement par le conflit qui se passe présentement, ça reste qu'au final, quand on regarde le big picture, les Américains, ça va être nos alliés. On est le pays limitrophe des États-Unis. Là. Je veux dire, on s'en va pas en guerre contre eux autres. On a un changement de gouvernement. On a encore Trudeau, nous autres, de notre côté. Je pense pas que c'est
Je pense pas que c'est l'amour total entre Trudeau et Trump, puis Ouais. qu'il y a un respect mutuel à 100% au niveau des valeurs, puis tout ça. Je pense que ça va se régler éventuellement, mais là, présentement, là, ça a comme bien à donner, si tu veux. Là. C'était toute une partie. C'était toute une game. J'ai hâte de voir, tu sais, quand le podcast va sortir, on n'a pas les résultats de ce qui se passe dans le reste du tournoi. C'est ça. Mais ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu une game qui avait autant d'engouement. Même une game de la Coupe Stanley, ça n'a pas autant d'impact que ça. En tout cas, ce que j'ai vu dans les dernières années, là, on dirait que tout le monde en parlait, même du monde qui ne regardait pas le hockey. Tu sais, que pour ma femme qui décide de regarder une game de hockey. Là. Donc, il y avait un enjeu de pays, tu sais, un enjeu de pays, de politique. Ça se passe au hockey, c'est notre sport. Les Américains, c'est pas leur sport premier, mais c'est tellement une grosse population, ils développent tellement leurs athlètes, je pense, d'une meilleure façon que nous. Là. Ils injectent beaucoup plus d'argent sur leurs athlètes qu'on fait au Canada. Donc, c'est pour ça que même si c'est pas leur sport national, ils sont très dominants dans un sport comme celui-là. Ouais, ils ont plus de volume aussi. Puis, si on regarde les deux équipes, je considère que le Canada, on a plus de joueurs de haut niveau, plus de vedettes, si on veut, qu'on peut dire ça de même. Même si c'est pas des joueurs qui jouent comme des vedettes, en voulant dire qu'ils jouent pas nécessairement avec des grosses têtes. Là, c'est juste parce qu'ils sont vraiment bons. Là. Je parle des Crosby, McKinnon, McDavid, McCarr, etc. Mais je trouvais que l'équipe des Américains, à voir ce qui va se passer par la suite, je trouve qu'ils sont mieux nantis, ils ont été mieux construits comme équipe de hockey pour gagner un championnat court comme ça. Ils sont mieux balancés à tous les niveaux, que ce soit des buts, défense, attaquant, les quatre trios. Par contre, ça reste que le hockey, ça joue sur la glace. Puis c'est d'une game à l'autre, tu ne sais jamais. Là, tu pourrais perdre 9 fois contre une équipe, mais la gagner une fois. Puis là, cette fois-là peut être la finale. Donc, à suivre par la suite. Mais on va revenir à l'enjeu des batailles. Comme je dis, souvent, c'est controversé. Comme là, on sait pas, il y a eu des oui-dire que Mathieu Tkachuk, ça serait blessé pendant ce combat-là. Puis, c'est ça l'enjeu des combats comme ça, c'est que c'est pas une game, t'es pas dans la game, ça fait pas partie du vrai jeu de hockey, c'est un combat qui est comme, il y a un arrêt de jeu puis ça se bat entre deux adversaires. Mais il y a toujours un enjeu qui peut se passer. Tu peux avoir une fracture à la main, tu peux avoir une commotion cérébrale, tu peux avoir, peu importe la blessure. Les gars se frappent à main nue sur des casques de hockey. Là. Les casques de hockey, maintenant, c'est raide dans ta barouette. Des visières, tu peux te couper la main. C'est complètement... Cette partie-là, moi, je reviendrais. À la limite, c'était pas pour enlever les combats du match. Enlève les casques. Mais l'enjeu, c'est que pendant le combat, si quelqu'un chute, je comprends. Ton casque, je comprends. Ça demande... Je pense que c'est quand même... À part que tu peux te maganer les mains si tu n'es pas précis dans tes coups, je pense que justement, ça l'oblige à être plus précis puis peut-être moins lancer de coups. Puis je pense qu'il y a moins de dommages collatéraux. Oui, mais là, c'est tout le temps la même affaire avec les protections. C'est parce que tu as ton casque, les gars essayent de... C'est un combat de lutte à la fin quand ils sont fatigués. Ouais. Parce que celui qui a gagné le combat, souvent, c'est oui, il y a les coups, etc. La personne, le visage est magané, mais c'est celui qui va take down la personne en face de lui. Mais ça, c'est selon les spectateurs, mettons. Ouais, mais les joueurs le savent. C'est important, les spectateurs, parce que tu le disais tantôt, le changement de momentum, t'es chez vous, tu veux gagner ton combat, ou t'es ailleurs, tu veux faire un statement. Souvent, c'est le combat de la fin. Ouais. Mais là, t'as un des deux gars qui a perdu son casque, puis l'autre, il l'a, puis son objectif, c'est le take-down à la fin, de le pogner puis de le ramasser à terre. Fait que, selon moi, c'est autant dangereux. Si au moins on se dit, OK, regarde, les gars, si vous vous battez, vous vous battez. Mais à la fin, le but, là, c'est quand vous êtes fatigué, il n'y a pas personne qui essaie d'amener l'autre au sol. Les arbitres rentrent. Ouais, mais là, vous êtes brûlés, les gars, quand on arrête. C'est tellement émotif. Le hockey, la différence, c'est que le combat, même si ça a eu l'air stagé, les combats qui s'est passé Canada-USA, en voulant dire stagé, c'était comme mise au jeu, let's go, mise au jeu, let's go. Je pense pas que c'était stagé en voulant dire les Américains dans leur tête, les Tkachuk puis JT Miller, puis ils l'ont dit, c'était fait un groupe, c'était sûr qu'ils faisaient ça en partant, passer un message. Mais c'est quand même très émotionnel comme combat versus un boxeur, il
il s'en va boxer, là. C'est son sport, là. C'est ça, il ses s'attend à techniques, ça. ses stratégies, Ben oui. il y a Ils ont un mix. étudié l'autre personne. Tandis que dans le hockey, ça ne l'est pas. Là. C'est pas. En limite, c'est pas des boxeurs, même s'il y a des joueurs qui se débrouillent bien dans cette partie-là. C'est pas des fighters naturels, c'est des joueurs de hockey. Donc, il y a une grosse partie émotionnelle. Fait que c'est dur de dire à un joueur quand il y a quelqu'un qui a perdu son casque à la fin, on arrête ça là. C'est quasiment impossible. Non, c'est pas dans ce sens-là. Pour avoir été là-dedans. Ben oui, non, c'est sûr. Mais tu te souviens, à l'époque, quand il y avait vraiment des reinforcers, qu'on appelle, vraiment des vrais bagarreurs, les gars, à un moment donné, s'épuisaient, puis ils se ramassaient un contre l'autre. C'est là que les arbitres rentraient puis séparaient les deux gars. Puis il y avait une certaine forme de respect. Aujourd'hui, tu sais... parce que non, mais les combats duraient tellement longtemps. Ah oui! Des gars comme Bob Probert qui avait plus de stock, ça faisait 2 minutes qu'il était en train de se battre sans arrêt. Exact. 2 minutes, là, imagine ton accumulation de lactate sur 2 minutes de combat. En plus, comme tu le dis, ils ne sont pas entraînés. Ben, peut-être qu'eux autres s'entraînaient un peu plus pour ça, mais c'est pas leur sport numéro 1, là, si on peut dire. Là. Moi, j'ai joué dans la Ligue nord-américaine, qui était considérée pendant longtemps pour la ligue la plus tough au monde. Ouais. Parce que dans le fond, c'était littéralement ça. Ils prenaient les batailleurs les plus toughs dans toutes les ligues. Ouais. Puis ils les appelaient, ils disaient, veux-tu venir jouer ici? Les gladiateurs. Là. C'était de la folie à cette époque-là. Une bonne nouvelle, c'est que ça l'a changé en cours de route. Là. Tu sais, c'est encore une ligue qu'il y a certains combats ici et là, mais ça n'a plus à voir avec ce que c'était. Non. C'était, à la limite, c'était la folie. Là. Puis, c'est vrai que les gars, mais moi, pour l'avoir vécu, quand le joueur finissait le combat puis il tapait sur la tête de l'autre, félicitations. Par bout, je trouvais ça nice, mais d'autres moments que je trouvais que ça perdait son émotion. Là. Ça perdait, on perdait le côté émotif de ce combat-là. Fait que c'était cette partie, mais c'était un show. Mais c'est un show qui, des fois, qui peut donner un momentum dans une partie, comme j'expliquais tantôt. Là, moi, ce que je trouve que à voir ce qui se passe dans les prochaines années avec ça. Je pense que la Ligue nationale ont déjà fait ont déjà montré leur couleur, qu'ils veulent garder ça. Et même s'il y en a de moins en moins, mais ça dépend des années. Là. Cette année, en début de saison, il y a un momentum qui en a eu quand même beaucoup. Mais tu sais, le junior majeur au Québec, on l'a éliminé. Dans le reste du junior, on l'a encore, c'est encore accepté. Moi, je pense que c'est un point négatif, mais c'est un point. Ça l'affaiblit un petit peu le repêchage pour les joueurs du junior majeur. Là. Ils sont tout le temps. Vu que la Ligue nationale, ils l'acceptent encore. C'est ça. Puis là, t'élimines quasiment ça pour les joueurs junior majeurs du Québec. Si c'est un joueur qui arrive, qui pourrait être repêché peut-être, je sais pas, en 4e, 5e ronde, qu'il joue physique, il bloque des shots, il est capable de se défendre, mais dans le fond, il ne l'a jamais fait parce qu'on ne sait pas s'il est capable de le faire. Versus un joueur de l'Ouest ou de l'Ontario que lui, il s'est déjà battu, peut-être, je donne un exemple, 3-4 fois dans sa saison, mettons 5 fois maximum. Colin, il est tough. Là. Il est capable de le faire. On le sait qu'il est capable. On n'a pas peur de le repêcher, que si ça l'arrive, il va être capable de le faire. Donc, selon moi, c'est une faiblesse qu'on a. C'est souvent le cas au Québec. On prend des décisions et ça ne devrait jamais être en aval. Il faudrait tout le temps attendre que la Ligue nationale prenne des décisions, puis après ça, parce que, tu sais, si t'es juste une ligue de développement, c'est pas grave. Ouais. Mais là, t'es pas juste une ligue de développement, tu fais affaire avec la Ligue nationale, c'est-à-dire que les jeunes que tu développes vont se faire repêcher par la Ligue nationale, puis c'est une business, la Ligue junior majeure du Québec. Ben oui. Tu sais, plus qu'on en a qui finissent dans la Ligue nationale, plus il y a d'argent qui revient au Québec. Oui, c'est ça. Puis malheureusement, on en a de moins en moins. Ben écoute, il n'y a pas un Québécois à part Samuel Montembeault avec le Canada, ça te donne une idée. Puis, Team Canada Junior, on avait 2 Québécois. Même si on a une mauvaise saison, là, il y a même un mauvais tournoi, là, mais on avait 2, je crois. 2. Nomme-les donc. Ben, on avait Gauthier, Ethan Gauthier, puis on avait t'as raison. à Rimouski, qui joue à Halifax. 2 secondes, j'ai un blanc. En plus, c'est déjà entraîné dans son sportif. C'est quoi son nom? Catafort. Mathieu Catafort. OK, ouais. 2 quand même. 2 bons joueurs. 2 bons joueurs. Non, c'est ça, mais ça reste quand même qu'on avait 2. Ouais. C'est une équipe de 20 joueurs. Ouais, ben écoute, tu regardes, il y a eu des années aussi qu'on avait juste 2. Là, je me souviens à l'époque, Guillaume Latendresse puis Sacha Pokulak. On avait juste 2. Il y a eu bien des années qu'on avait. Il y a même des fois qu'on n'a pas eu. Canada Junior.
c'est correct, là, tu sais, s'il y a des années que c'est moins bon. Ouais. Puis, ça dépend qui c'est qui est le coach, ça dépend qui c'est qui est le directeur général. Ça dépend des années aussi de la Ligue junior majeure du Québec. Il y en a des années qu'on n'a pas de bons joueurs, mettons, offensifs. Non, c'est normal, c'est des QV, ouais. Mais quand on regarde la répartition, mettons, sur les 20 dernières années, on a moins de joueurs du Québec dans ces équipes-là. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est des gars de l'Ouest, c'est des gars qui jouent NCAA, puis c'est des gars qui jouent dans la Ligue de l'Ontario. Mais là, équipe Canada, il faudrait qu'on regarde. Là, je voulais regarder avant qu'on fasse le podcast, mais je ne savais pas là, qu'on rentrait là-dedans. Y a-tu vraiment eu une équipe canadienne sans Québécois? Ben non. Ça a-tu arrivé dans l'histoire? À ma mémoire, non. Là. Pense dans pas, ce que j'ai connu, non. Ce que j'ai vu, non. Que ce soit en 87 avec le grand Mario. Ouais. non, mais ça m'est jamais arrivé de voir ça. Là, c'est ça. Martin Saint-Louis avait joué. On a toujours eu des Québécois. C'est sûr qu'avant ça, c'était amateur. Là. Ouais. Donc, on n'a pas des datas depuis 1900. Mm-hmm. Mais je peux pas m'imaginer, mettons, là, faire une équipe toute canadienne, mettons qu'on en ferait une à chaque année, puis dire il n'y a pas de Québécois dans cette équipe-là. T'sais. Exact. Non, faut... encore là, on revient souvent à ça. Là. Je pense qu'il faut vraiment faire une prise de conscience dans ce qu'on fait au Québec. Parce qu'on a des bons joueurs. Là. C'est juste qu'on les développe moins bien, je pense, jusqu'à un certain niveau. Oui, 100%. Puis ça finit que quand t'es rendu à ton prime time, on en développe moins. En prime time, je parle des quand t'es rendu junior, 17, 18, 19, 20, etc. Fait que ça fait qu'on en développe moins aussi pour la Ligue nationale. On a moins de joueurs repêchés. C'est sûr que c'est un manque parce qu'on le dit souvent, on a beaucoup d'inscriptions, on a beaucoup de joueurs qui sont. C'est un engouement pour nous au Québec. Il faut quand même se poser ces questions-là. J'ai pas les réponses exactes. J'ai une bonne idée de ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait améliorer. Ben oui. C'est sûr qu'il faudrait un comité on échange puis qu'on soit prêt à faire les changements. Pas juste on en parle. Il faut faire un changement de structure au complet. Mais là, rendu là, est-ce qu'on est prêt à faire ça? Est-ce qu'il y a trop d'enjeux monétaires, justement, puis qu'il y a du monde qui se met de l'argent dans les poches, puis on veut laisser ça comme ça? La mafia du hockey Québec. Là-dessus, ça, c'est vraiment se poser des questions, mais je pense qu'il faut qu'on change de quoi. Parce que c'est triste, parce que c'est notre sport. On a développé des super joueurs dans le passé, mais on en développe de moins en moins. Puis là, présentement, ce qu'on développe majoritairement comme joueur qui vient du Québec, ben c'est souvent des joueurs de 3, 4e trio, des défenseurs un peu plus loin des 5-6 défenseurs. Des gars de la Ligue américaine. Ligue américaine. Tu sais, c'est plate de voir ça quand on a déjà été une force. Là, on considère qu'on avait des joueurs, là, on en a développé des bons, là, que ce soit des Martin Saint-Louis, Vincent Lecavalier, c'était souvent des gars Simon Gagné, qui arrivaient justement avec l'équipe Canada puis qui avaient un rôle super important. Puis que dans une situation, justement, parce que on était souvent vus comme les Québécois français, on arrivait avec une équipe Canada, ben les gars avaient encore plus de fierté de représenter le Canada, puis ils finissaient par jouer des séries olympiques ou championnats du monde vraiment extraordinaires parce que on est juste 2 dans l'équipe. On va montrer nous autres aussi en tant que Québécois qu'on est capable de jouer du hockey de la bonne façon, là, comme on dit, la façon canadienne. Fait que non, c'est déplorable. Même en défensive, je me souviens, il y a des années, là, on avait tout le temps des Québécois, là, que ce soit Raymond Bourque, des gars comme ça, mais il y a même eu, je pense, Éric Desjardins, à un moment donné, qui a peut-être représenté le Canada. Fait que ça s'en va pas dans la bonne direction. Je sais qu'on a déjà parlé de ça ensemble, Yann, avec nos invités, mais le fait que les bagarres dans la Ligue junior majeure du Québec, exemple, tout le côté physique, les mises en échec, pas dans la Ligue junior majeure du Québec, mais dans les étapes de développement des jeunes, on sait qu'on ne rentre pas les mises en échec. On n'apprend pas aux jeunes à prendre des mises en échec et en donner en bas âge. Fait que ça, c'est un problème parce que c'est pas le même sport quand on frappe. Ben non. Puis, malheureusement, tu sais, on en a déjà parlé, mais c'est jamais mauvais d'en reparler parce que c'est un gros problème aussi. C'est que si tu arrives Bantam, OK? T'arrives Bantam, c'est là qu'on apprend la mise en échec. Mais de Bantam, le problème qu'on a, c'est qu'il y a des joueurs qui mesurent 6 pieds 2, puis il y en a un qui mesure
4 pieds 9. Ouais. Non, mais c'est ça, pareil. Ça. Ils sont pas dans la même étape de développement encore. Il y en a qui ont eu leur croissance, il y en a qui l'ont pas encore, qui ont l'air encore des enfants, il y en a qui ont l'air des adultes, qui ont de la barbe, ils ont des poils sur le chest. Ouais. Ça n'a pas rapport. Là. Puis là, lui, il arrive pour frapper. C'est sûr qu'il y a des blessures qui ne devraient pas avoir lieu. Puis là, ça l'amène à un développement il y a certains joueurs développent une certaine crainte, une peur. Là, puis là, tu n'as pas appris comment rouler avec les coups. Si tu commences à un bas âge, c'est rendu la normalité des mises en échec. Tu sais comment les recevoir, tu sais comment les rouler avec, tu sais comment les éviter, tu sais comment les donner aussi. À la limite, il ne t'arrive pas qu'un les points comme ça. Ce qu'on voit des fois quand les joueurs commencent, ils veulent tellement frapper, ils veulent tellement donner une mise en échec qu'ils frappent n'importe comment. Puis à la limite, des fois, c'est même eux qui se blessent. Donc, c'est sûr que ça devrait être à un bas âge. Encore là, je veux pas... ça reste que c'est notre sport à nous au Canada. Mais les Américains, je pense que là-dessus, ils ont compris ça depuis longtemps. Je pense que c'est à partir de novice. À partir de novice, il y a des mises en échec. C'est un sport qui a du contact, mais on apprend tout de suite à faire du contact. On apprend tout de suite à les donner puis à les recevoir. Puis là, dans le fond, tu sais, t'es tout petit, t'es en pleine croissance, t'es même pas, t'es tout mou, là. Tu sais, quand tu te fais frapper, ça fait pas mal, là, à cet âge-là. De toute façon, qu'ils se rentrent dedans à tout bout de champ, dans le novice, là, tu sais, il y a des contacts, là. Donc, t'es aussi bien de le savoir que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne te connecter sur le bord de la bande, là, même si ça n'a pas un gros impact. Mais après ça, l'argument en opposition, ça va être les commotions cérébrales puis les blessures. Ça va être ça qui va être l'argument. Puis on l'entend, cet argument-là, c'est important. Mais le gros problème, c'est ce qu'on va reparler des sujets qu'on parle souvent. Mais si tu as un jeune qui a eu un développement moteur efficace, son risque justement d'avoir une commotion cérébrale ou de faire une commotion cérébrale qui va impacter sa vie. Parce que c'est ça aussi. On veut réduire le risque zéro. C'est tout le temps ça. Dans la société québécoise, on veut éliminer tous les risques qu'il pourrait avoir, mais ça n'existe pas. Quand tu fais du sport, même s'il n'y a pas de contact, tu peux tomber puis te blesser puis tu peux avoir une commotion cérébrale. Là. C'est pas parce que le contact... En ayant du contact en bas âge, si on faisait le travail de développement sensoriel efficacement, ben, tu te ramasses avec une population qui... Quand ils reçoivent un contact, ils sont capables de se positionner dans l'espace pour optimiser ce contact-là, de le recevoir de la bonne façon. Puis, s'il y a un choc à la tête, ben ça ne va pas tout désengrammer comment, exemple, le système vestibulaire fonctionne, qui est un système d'équilibre. Que si tu as déjà des enjeux, exemple, tu as des canaux au niveau de l'oreille droite qui fonctionnent moins bien que l'oreille gauche. Plus de maturité, mettons. Ben, une plus grande immaturité au niveau de ces systèmes-là. La minute que tu vas avoir un petit contact, ben, ces systèmes-là vont être encore moins efficaces. Puis tu vas avoir des symptômes de commotion cérébrale qu'on appelle là, les classiques. Là. Puis dans le fond, juste pour notre auditoire, là, pourquoi qu'il y aurait une immaturité, mettons, d'un canot au niveau de l'oreille interne? Ben, en gros, c'est que dans le fond, ça se passe dans ton développement quand t'es jeune. Si t'es moins stimulé, tes parents t'ont moins fait tourner, t'as moins fait de culbute, t'as moins bougé, peu importe c'est quoi la façon, parce que ça arrive souvent, là, en tant que parent, on a voulu être un peu protecteur jeune, où on a pas assez stimulé, puis là après ça, ben, OK, on fait du sport, puis let's go, quand rendu à un âge que le jeune est prêt pour faire du sport, là, let's go, on veut, puis on veut le pousser, puis là, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même eu il y a comme manqué des étapes, il y a comme manqué des étapes de développement qui aurait pu maximiser, comme tu l'expliquais. Fait que si tu as une immaturité, mais là, s'il y a un impact, il y a plus de risques que ce système-là soit moins efficace. Exact. Puis ben, c'est ce qu'on voit des fois, même on le voit chez des athlètes de haut niveau, là, ils ont une commotion. Pourquoi l'impact n'était pas si élevé que ça, il n'était pas si fort? Versus un autre qui a un impact plus gros, puis l'autre, finalement, ses symptômes ont été beaucoup plus petits, il est revenu beaucoup plus vite au jeu. C'est tous ces genres de petits enjeux-là qu'il faut regarder. Puis c'est vrai avec les commotions cérébrales, mais c'est aussi vrai avec tous les autres types de blessures. On a des gars qui sont dans la Ligue nationale présentement qui... ça fait 1 an que tu travailles avec, tu n'as pas tout enlevé les mécanismes compensatoires dessus, puis ils vont, en patinant, se déchirer de quoi ou se faire des grosses blessures. Là, on en a un cas qu'on a en tête là, présentement. Là. Puis, si tu fais le travail de développement sensoriel de façon efficace en bas âge, ben, tu t'assures que cette personne-là, elle va être plus solide. Elle va être plus solide sur le long terme. Donc, commotion cérébrale ou autre blessure, c'est pas ça le point. C'est que on demande à des jeunes qui n'ont pas les acquis
de faire des tâches vraiment évoluées. Et bien sûr, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu es tout le temps en train... T'es un système compensatoire à la journée longue. Ouais. Puis on dit souvent, c'est une phrase que j'ai souvent entendue, puis moi-même, je l'ai utilisée souvent. C'est que souvent, il y a des bons athlètes qu'on va dire, c'est des experts compensateurs. Sauf que, il y a un sauf que. Tu sais, si tu es un expert compensateur parce que tu es rendu, tu es un athlète et tu as évolué à un bon niveau. Par contre, le risque, s'il arrive de quoi, puis quand que ça va arriver, bien, ça se peut que la blessure soit plus grave. Ouais. Que ça soit comme, quand je dis plus grave, ça peut être une déchirure à l'aine, ça peut être une déchirure X. Une hernie discale. Une hernie discale. Que c'est des choses que, c'est plus ou moins un impact de donner ça. C'est à cause que ton système, il était justement en train de compenser solide. Puis, à un moment donné. C'est pas un trauma. C'est ça. Donc, c'est pas, là, t'as reçu un contact sur la glace ou t'es tombé de façon vraiment, là, weird, puis tu t'es blessé, tu t'es tiré, tu t'es déchiré, quoi que ce soit. C'est vraiment comme t'es dans un geste dans la demande du sport. T'es en changement de direction, t'es en train d'accélérer pour aller chercher une rondelle libre ou une mise en échec normale. Ça peut arriver, là. Mais une mise en échec normale avec rien, apparemment, là, quand tu regardes la vidéo, autant nous autres que là, qui tripons sur le hockey, on va regarder ça, je suis pas capable de te dire qu'est-ce qui est arrivé. Mais finalement, cette personne-là a une déchirure d'un croisé latéral au niveau du genou, puis c'est une mise en échec, là, que le genou est pas dans un angle de stress ou il n'y a rien, il n'y a pas le patin qui est resté pris dans une craque ou entre deux patins devant le filet. Non, il n'y a rien de traumatique. OK? À ce moment-là, ça veut dire que c'est la personne elle-même le problème. C'est le joueur de hockey il a probablement des asymétries sur son corps puis qui fait en sorte que quand il se retrouve à un moment donné où il n'est plus capable de compenser le geste, il est saturé en compensation, puis c'est là que ça pète. Ben, la commotion cérébrale, c'est la même chose. Quand tu essaies de prendre l'information visuelle ou proprioceptive ou l'information vestibulaire avec tous tes systèmes sensoriels, puis que finalement, tu es juste comme overload, elle rajoute le stress après ça d'un match, puis du monde qui veut t'arracher à la tête à la vitesse que ça va sur la glace, on peut juste comprendre comme quoi qu'à un moment donné, si le cerveau reçoit juste pas l'information de façon efficace et de façon symétrique de tous les sens du corps, ben, il va arriver quelque chose. Puis ce quelque chose-là, c'est comme juste le mauvais coup dans le mauvais angle, puis la tête a subi un choc. Puis là, à ce moment-là, ben, la personne ne récupère jamais de cette commotion-là. Combien d'exemples qu'on a de gens qu'on a vu passer dans notre giron qui ont reçu un coup, puis s'ils font pas les bonnes choses par la suite, ce ne sera plus le même joueur. Là. Non, absolument. Des exemples dans la Ligue nationale, il y en a plein là-dessus. Il y en a plein. Ben non, mais il y en a plein. Je te dirais, je pense que moi, ce que j'ai vu dans les dernières années, c'est la quantité. Parce qu'avant ça, on en parlait plus ou moins, hein, les commotions cérébrales. Tu sais, on en parlait, avant ça, dans mon... Avant Will Smith? Non, mais... c'est avec ça. son film? Dans mon époque, à mon époque, c'était comme quasiment tabou. Puis Steve Bégin, il est venu au podcast ici, puis il en a parlé. Il dit, tu avais une commotion, il fallait pas trop t'en parler, tu savais pas, tu sais, parce que personne ne savait si c'est vraiment vrai. Lui, il a joué combien de games avec une commotion, tu sais. Oui, il le disait lui-même, là, il ne se souvenait pas en tout. Il dit qu'il a fallu qu'il voit sur une vidéo ce qui s'était passé. C'est sûr que, tu sais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? Là, on est capable de diagnostiquer commotion, etc. On a une partie de diagnostic. En tout cas, on a quelque chose pour se référer. Mais c'est sûr que là, avec les outils qu'on a, même si à l'origine, tu n'avais peut-être pas les bases très solides, puis c'est peut-être pour ça que tu es plus fragile à avoir une commotion, bien, ça se rééduque mieux avec ce qu'on va donner comme exercice ou qu'est-ce qu'on va faire comme exercice, qu'on va travailler du système visuel, qu'on va travailler du système vestibulaire, comme tu disais tantôt, retravailler un petit peu ton proprioceptif, parce que c'est un peu ça qui arrive, c'est que tu es un peu moins sharp à tout faire lorsque tu as une commotion cérébrale. Fait que le but, c'est de pouvoir ramener ces systèmes-là le plus vite possible pour que tu sois capable de revenir à un niveau qui était à la limite soit égal ou meilleur que ce que tu étais avant ta commotion. C'est ça l'objectif, selon moi, qu'on veut faire. Puis là, c'est l'erreur qu'on fait. Ben, l'erreur. Je pense qu'il y a trop soit de préparation physique ou de professionnels qui vont juste aller vouloir travailler sur les performances sportives, qui soient les forces, vitesse, etc., ramener ce niveau-là. Puis on n'a pas ramené
nos systèmes, nos sens à bon niveau. Donc, tout ce qui est motricité, dans le fait, n'est pas observé. Oui, tu regardes, la personne a-tu repris son lancer sur la glace, etc. Mais il y a quelque chose à faire avant ça qui est bien plus important. Mais tu as raison, les préparateurs physiques, un coup qu'ils ont le OK-go du médecin parce que les symptômes ont baissé, ils sont super subjectifs en passant. C'est-à-dire que si le gars, lui, décide qu'il n'y en aura pas de symptômes, il va dire qu'il n'y en a plus. C'est ça. Mais à la limite, ce que je disais, c'est qu'au moins, on a un système pour évaluer ça, mais c'est sûr que c'est subjectif. Nous autres, mais dans le monde classique médical présentement, à part les tests, là, oui, ils font des tests d'équilibre, des trucs comme ça, mais c'est pas assez... C'est des tests qui sont facilement... trichable. OK? Si tu veux encore t'en sortir et dire, regarde, moi, je veux garder mon poste ou je veux aller aider mon équipe, peu importe la raison que l'athlète a de vouloir revenir au jeu avant même que ses vrais symptômes aient diminué, il y a moyen de le faire. La différence que nous, on a, c'est qu'on teste vraiment l'acuité sensorielle, puis on a différentes fonctions qu'on a besoin. Les yeux, si on veut, on peut faire 10-15 tests qui vont dire, OK, oui, la personne est prête à revenir au jeu. Le meilleur exemple, c'est combien de joueurs qui reviennent avec des visières teintées? C'est ça. Pourquoi tu penses? Mais là, c'est sûr qu'ils ont... Justement, l'éclairage est encore trop fort pour eux. Donc, ils ont besoin de la vitre teintée. Mais là, moi, ça me donne un indicateur qu'il n'est pas encore upgradé. Son réflexe pupillaire est encore affecté. Donc, la capacité de la pupille à se dilater et à se contracter face à un changement de luminosité a été affectée par une commotion cérébrale. Eh bien, il faut restaurer ça avant de revenir au jeu. Puis l'exemple, juste mettons, pour notre éditoire, là, juste pour que le monde sache c'est quoi le réflexe pupillaire. Le réflexe pupillaire, notre pupille, c'est un peu comme un zoom d'une caméra. OK? C'est que dans le fond, avec l'éclairage, elle va avoir à s'arapetisser ou s'agrandir, tout dépendant de l'éclairage, elle est où. Donc, c'est vraiment comme un zoom. Hein, c'est un peu ça notre pupille. Donc, lorsque tu as la clarté est difficile, c'est que ton zoom ne fait pas la job comme il faut. C'est le réflexe pupillaire. Donc, juste ça, on sait tout de suite que c'est un système qui n'est pas encore optimisé, il n'est pas optimal pour performer parce que tu as besoin d'une vitre teintée pour être capable de jouer. Puis là, dans le fond, pas que c'est correct si la vitre teintée te permet de jouer, mais c'est parce que il manque une étape pour être optimal. Là. Donc, c'est là je pense qu'il faut pousser un peu plus loin dans ce qu'on fait. Puis, je pourrais s'en penser dessus, mais moi, je pense que c'est le même qu'il faut le faire. C'est que comme tu as besoin d'une béquille pour jouer. Ben oui, c'est ça. Fait qu'une béquille plus une béquille plus une béquille, t'es pas optimal. Tu as besoin d'un tape à ton end, tu as besoin d'une visière. Non, c'est à court terme, si tu as besoin de ça pour revenir au jeu, mais... Je pense que... En playoff, mettons, qu'on peut se dire si si tu as besoin de ça pour revenir au jeu en playoff ou quoi que ce soit, c'est que tu n'as pas fait le travail de fondation qu'on parle présentement. Parce absolument. Que, selon moi, dans la période où tu as eu une commotion cérébrale, donne-toi peut-être quelqu'un qui ferait déjà, exemple, un suivi en posturologie. C'est une question, moi, je l'ai déjà vécu, là, fait que je peux en parler, que ce soit pour moi-même ou de mes athlètes. Des gens qui ont intégré ce réflexe-là, puis l'intégrer pas juste en position couchée sur le dos. Tu es capable de faire les exercices qu'on donne. Debout sur une jambe. C'est ça, en déséquilibre, là, avec tout le pactole de progression d'exercice. Ils ont une commotion cérébrale. Bon, il faut que tu les fasses régresser. Fait que d'une personne à l'autre, ça peut varier. Par une question de distance, de tolérance de la lumière dans l'œil, du type de progression que tu vas faire. Mais rapidement, là, c'est une question de jour à ce moment-là. Ils vont revenir à ce qui était avant. Fait que, s'ils font le travail, la vitre teintée, tu ne devrais pas avoir à la mettre parce que ça veut dire que tu ne retourneras pas au jeu avant que tu reviennes au moins à ton baseline d'avant la commotion. Fait que, si tu étais capable de faire un exercice... très avancé. Il faut au moins que tu retournes à cet exercice très avancé-là avant de recommencer. C'est ça que ça veut dire. C'est ça ton nouveau baseline. Oui, absolument. Ce qui est le fun dans ce qu'on fait au Combine, qui est une journée d'évaluation qu'on fait une fois par année, c'est qu'on on fait plusieurs tests à ce niveau-là, que ce soit des tests posturales, des tests au niveau des yeux, des tests même à la limite avec le NeuroTracker. C'est le plus intéressant de la gang, dans le fond. Le NeuroTracker, c'est que dans le fond, lui, tu as vraiment un résultat quand que ton cerveau est optimal, en réalité. En tout cas, ton baseline jour 1, que tu n'as pas eu d'impact à la tête. Ouais, mettons. Puis, quelqu'un qui n'aurait pas eu de commotion.
c'est que si, dans le fond, tu as une commotion cérébrale, ben, tu peux refaire ce test-là. Puis ce qu'on discutait, c'est qu'idéalement, c'est que tu veux au minimum avoir 90% pour au moins penser revenir au jeu. Parce que c'est comme si tu as 80%, en théorie, à l'école, c'est une bonne note de passage, mais tu t'en vas jouer faire un sport que les joueurs patinent à 100 000 puis qu'il y a un équipement puis tu peux en recevoir une mise en échec n'importe quand, bien, c'est sûr que ta vitesse de réaction, ta vitesse d'anticipation, ta vitesse à quel point tu vas analyser ce qui s'est passé, ça se peut que ça soit un peu plus lent, justement. Fait que ton risque est encore plus élevé de recevoir un autre coup. Donc, je pense que le baseline de dire 90%, puis là, moi, pour le vrai, j'ai pas le chiffre infus, si je pourrais dire ça comme ça. Mais je pense que c'est quand même objectif de dire ça. De dire 90%, là, tu peux penser à revenir. Plus bas que ça, on a encore du travail à faire, puis jusqu'à temps que tu as au moins 90. Puis idéalement, c'est qu'on voudrait que tu ailles 100, mais tu sais. Le NeuroTracker, c'est quand même. Oui, c'est une donnée qui est assez objective, mais il reste des paramètres qui sont subjectifs dans le sens que si tu as moins bien dormi, mangé. Fait que, ton niveau de readiness, etc. Ouais, c'est ça. Puis même pour un athlète de haut niveau qui n'a pas de commotion cérébrale, dans la même semaine, s'il fait du NeuroTracker, qui sont là, les fameuses balles de tennis, là, c'est vraiment. Ça teste le visuel avec les différents types de concentration. Donc, oui, tu as du temps de réaction là-dedans, mais les données que tu vas recevoir, c'est pas du temps de réaction. C'est vraiment la capacité d'être concentré. Mais c'est important, la concentration dans le sport. Là. Si sur un chiffre de 60 secondes, tu es juste capable de rester focus, exemple, sur tout ce qui se passe devant toi pendant la moitié, c'est déjà un problème. C'est comme si l'endurance de ton cerveau à rester concentré pendant 60 secondes, ça va faire en sorte que là, après ça, ben, toutes tes performances vont diminuer. Puis tout passe par le visuel. C'est pas un sport d'aveugle qu'on joue quand tu joues le hockey. Là. Non. Oui, t'as ton gars il dit de drop pass en arrière, mais la majeure partie de tout ce qui se fait passe par l'œil. Donc, si ce système-là est altéré, ben, au moins, avec le NeuroTracker, c'est qu'on va avoir une donnée. On a un chiffre qui va être capable de nous dire, OK, comme tu disais tantôt, si j'ai eu un score, je vous donne un exemple de 1 qui serait très, très général pour la population qui n'est même pas sportive, puis qu'à t'entraîner sur le NeuroTracker, tu arrives à pousser ça à 2, qui serait un score pour un athlète qui serait plus intéressant, que là, tu subis une commotion, puis tu tombes à 0,8. Ben là, on le sait que tu t'en vas pas retourner jouer au hockey. Là, exact. Puis en plus, de tous les autres symptômes. Mais symptômes, comme on mentionnait, n'équivaut pas nécessairement je suis prêt à recommencer ou je suis pas prêt à recommencer. Ça dépend. Si tu as mal à la tête, ben, ça peut arriver que tu aies mal à la tête et que tu n'aies pas de commotion cérébrale, puis tu décides de jouer pareil ou de ne pas jouer parce que c'est trop intense. Donc, tout ça, c'est une prise d'information. La seule chose qu'on aime du NeuroTracker, c'est que ça nous donne vraiment une donnée précise sur l'acuité sensorielle. C'est ça, là. Le reste, c'est des tests fonctionnels. Donc, tu testes, est-ce que les yeux bougent ensemble? Est-ce que je suis encore intolérant à la luminosité? Est-ce que j'ai des pertes d'équilibre? Est-ce que je suis capable de ben oui, de maintenir limite ça, c'est intéressant. En rondeur, les yeux fermés? C'est ça. Donc, tous ces autres tests-là vont tester différents sens. Ils vont te permettre de dire, OK, avec le NeuroTracker, que j'ai un chiffre qui vient me confirmer au niveau de l'acuité visuelle, ben, j'ai d'autres paramètres qui se sont améliorés également durant ma réhabilitation post-commotion. Puis là, ben, on peut établir tout le monde ensemble avec le médecin dans le background, avec peu importe les thérapeutes qui sont impliqués, le coach, etc. La personne, le parent, si jamais on parle d'enfant, puis on peut prendre des décisions de dire, OK, là, on peut recommencer à jouer. Ça part surtout avec l'athlète. C'est pour ça qu'il faut faire de l'éducation, il faut en parler comme on fait aujourd'hui, parce que si le jeune, il commence à faire de la posturologie, ça fait 3 mois, ben, il est loin d'avoir acquis tous les déficits qu'on serait supposé de travailler. Je n'aimerais pas son nom aujourd'hui, mais je vais caler un jeune présentement. Mais je n'aime pas là-dedans, toi. Je n'aime pas son nom. Caler du monde, les mettre en the spot. J'ai un joueur que j'ai commencé à travailler. C'est juste parce que dans le fond, je trouve ça juste plate ce qui arrive présentement, mais en même temps, je peux pas l'aider plus que j'ai voulu l'aider. J'ai commencé à travailler en posturologie avec lui cet été. À l'origine pour des problèmes à l'aine qui manquait beaucoup de games l'an passé. On réussit à faire de quoi de vraiment bien parce qu'il n'a plus mal à l'aine et il est capable de rejouer au hockey, ce qu'il était plus capable de faire. Okay. Il jouait, il arrêtait de jouer, il arrêtait de jouer, il jouait, il arrêtait de jouer. Je l'ai vu pendant peut-être 3
mois, 4 mois environ. Puis là, j'ai arrêté de le voir. Sa saison elle a commencé, etc. Il y a eu une commotion cérébrale. Mais ça fait depuis... Il n'a pas joué depuis le mois de décembre, là, présentement. Là. Puis là, dans le fond, j'y ai écrit cette semaine. Tu sais, je dis, t'es encore... la semaine passée, je dis, t'es encore en commotion. Je dis, faut que tu viennes me voir. Je dis, faut que tu viennes me voir. On n'a pas fini ce qu'on avait commencé cet été. Ouais. Puis là, ta commotion, c'est pas normal. Ben, c'est pas normal. C'est un peu trop long, là, ton retour. Là. C'est beaucoup trop long. Là, puis décembre, ça fait 2 mois et demi. Ce que j'ai su, c'est que c'était pas un si gros impact non plus que tu as eu. Plus. Donc, moi, je le sais que dans ses systèmes, il restait beaucoup de choses à travailler. Ben oui, il était au début. Là. Il était au début du processus. Parce que à chaque fois que je me reprends en français, je pense à ton père. On est de la merde la prochaine fois. Mais... dans le fond, on est au début du processus. C'est sûr que tes systèmes sont pas optimales. Fait que tu as une commotion cérébrale, si tu viens juste dans le fond, ça nous dit juste que le temps que ça te prend à revenir, ça nous dit juste à quel point il y avait une maturité dans plusieurs de tes systèmes, puis que tu es à risque de te blesser. Puis c'est de valeur parce que c'est un super bon joueur de hockey. Il y aurait des bonnes chances de jouer Midget 3 l'an prochain, mais c'est sûr que là, il faut corriger. Fait que j'ai pas nommé son nom. J'espère qu'il est... Je sais qu'il écoute certains de nos podcasts, c'est que peut-être qu'il va l'écouter celui-là, puis ça va le réveiller. Parce qu'on doit faire ça, sinon, malheureusement, c'est comme si... Je me dis, c'est comme s'il est toujours... c'est un building qui manque une coupe de blocs en bas. Tu sais, c'est peut-être pas la tour de Pise, parce que la tour de Pise, ça tient longtemps. Ça fait longtemps qu'elle tient de même. Mais un building qui pourrait tomber. Donc, c'est un peu ça qu'on doit corriger. Je sais pas ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir des athlètes. Ben oui, écoute, l'été, on n'a pas beaucoup de temps avec eux autres. Non. Donc, même si tu passes 5 jours par semaine avec eux, ça reste qu'après ça, le hors-saison, faut soit que les jeunes continuent de faire dans des Zoom calls, on va les prendre en charge avec la progression des exercices. Ça reste que ça prend du temps. Si tu n'as pas accès à ces jeunes-là en ligne pour continuer le développement, tu vas avoir l'année prochaine encore juste 3 mois. Puis là, souvent, c'est de repartir avec des anciens trucs que tu pensais que c'était intégré, mais ça fait trop longtemps. Fait que donc, c'est un processus généralement. C'est long. Moi, je dis souvent 1 an, si t'es constant. Des fois, c'est un peu plus. Là, ça dépend de quel âge, c'est combien de temps, c'est quoi tes enjeux justement sensoriels, c'est quoi tes déséquilibres. Mais si tu fais un bon travail sur 1 an, mais tu sais, quand on parle de travail, tu n'es pas en train de passer 2 heures par jour en train de faire ça. Là. C'est une question de minutes. Là. Tu passes au niveau justement du sensoriel, les entrées sont tellement rapides au niveau de la communication de ton cerveau. C'est instantané, là, du système nerveux. C'est des millisecondes qu'on parle. Là. Si tu fais les stimuli comme il faut, tu passes 5 minutes au moins par jour. Encore là, c'est 5 minutes. On s'entend que c'est rien, là, 5 minutes. Là. Puis tu le fais sur une base régulière tous les jours, tu viens vraiment diminuer ton risque de blessure. Tu viens d'optimiser tes systèmes. Fait que même tes performances sont améliorées. Parce que, tu sais, dans le fond... Ah ouais, c'est pas juste d'éviter les commotions puis les blessures. C'est d'optimiser les performances. Parce que si tu as plus conscience de toi, tu es où dans l'espace, tu as plus plus accès à tous tes muscles du corps, tu as plus accès à ton corps, ton système visuel, il est optimisé. Même, à la limite, je dis souvent, moi, pour qu'on comprenne le système visuel, là, oui, ça a un enjeu au niveau postural, mais c'est les yeux qui calculent la vitesse, c'est les yeux qui calculent les distances. C'est un sport comme le hockey, on s'entend que si tes yeux sont plus efficaces, tu viens peut-être d'augmenter de quelques buts ta saison dans une année, ou quelques assists, peu importe c'est quoi quel type de joueur que tu es. Ouais, puis dans le sport professionnel, c'est des gros sous. Oui. De passer de 12 buts à 20, déjà là, généralement, on va voir, mettons, même si on regarde dans un sport comme, mettons, le football, qui attrape des ballons d'une main, en train de sauter, puis il y a 2 gars qui essaient d'y arracher la tête pendant ce temps-là, qui essaient de le frapper. Mais ça, c'est de la coordination œil-main. Au hockey, c'est la même chose quand Crosby fait un but au vol ou Ovechkin qui a toujours le même one-timer, la shot à la même place. C'est ça, la coordination œil-main. Mais avant de vraiment te rendre à la coordination œil-main, ta coordination œil-œil, où ton œil doit bouger quand même efficacement pour être capable d'être optimal dans ta coordination œil-main. Puis ça, c'est comme un step avant, mais on doit le travailler. Puis c'est pour ça que je trouve qu'il y a de plus en plus de choses qu'on voit, parce que j'ai tombé là-dessus en fin de semaine sur les réseaux, de plus en plus de monde qui monte des neuro-training, whatever. Je trouve que ça a l'air super bien, mais je trouve qu'il n'y a pas de... On dirait qu'il n'y a pas de système en arrière. Il n'y a pas d'étape.
Tu sais, ça a l'air full sexy là, comme exercice. Là. Mais dans la façon qu'on travaille, c'est comme rendu dans quelques mois là, qu'on va travailler ça. C'est le là. top de la pyramide. Là. Dans le fond, c'est des exercices de performance pour les sens. Puis ça, je le vis encore aujourd'hui. Il y a mon cousin qui a recommencé à jouer professionnel. Là. Ils vont avoir un documentaire qui va sortir là-dessus. Ça va être intéressant. Mais ce que je veux dire avec ça... Qui est venu à notre podcast, là, Yannick. Qui est venu, Yannick Lehoux, exact. Ouais. Puis, tu sais, lui aussi, il voit ce qui se passe présentement sur Internet parce que là, il est intéressé au fait postural parce qu'il voit que ça a un impact dans sa vie au quotidien et tout ça. Puis là, il voit les exercices que d'autres athlètes vont faire dans d'autres contextes, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, puis même au Québec. Puis comme, quand je veux faire ça, tu sais, pourquoi je fais pas ça? Puis là, je suis comme, ouais, ben écoute, man, parce que t'es rendu... pour le moment. Non, c'est ça. C'est des trucs ben trop avancés. Même si l'objectif, c'est d'aller jouer au hockey puis de performer, il faut aller travailler les prérequis parce que je vais te faire entraîner quelque chose de super complexe. Tu vas avoir un paquet de compensations là-dedans puis ça va tout défaire la base qu'on a travaillée. Ben, on fait toujours avec une pyramide. Là. Toujours la fameuse base de la pyramide qu'on veut qu'elle soit solide. Puis là, tu construis. Si la pyramide est petite tu construis de l'autre bord... elle est moins solide. ça va chambranler. Là. C'est exactement... Fait que je te dirais ça, c'est normal. Là. Les athlètes, ils voient des choses. Ben oui, ils veulent faire les trucs qui ont l'air cool. Là, mais dans ce cas-là, moi, j'ai dit, on va se rendre là, mais il faut que tu fasses qu'est-ce qui se passe avant. C'est ça. Puis, that's it. Sinon, justement, je ne sais pas t'aider si je te fais juste des choses sexy. Ben, dans le meilleur des mondes, la personne a 10 minutes 2 fois par jour. Mais c'est rare, là. Tu sais, mon cousin, il est père de famille, il a une business, puis il travaille, il est en train de se construire. Fait que là, tu sais, t'as les bonnes intentions. Ouais, je vais le faire. Mais là, moi, quand je regarde ça, c'est la même chose avec mes jeunes athlètes. Là. Ils me disent, donne-moi-en. Puis là, ils reviennent après ça 3 semaines après. Puis ils ont fait une fois, une semaine, puis l'autre semaine, 5 fois. Puis ça marche pas. Là. Donc, quand tu priorises, il va y avoir la gamme d'exercices de base à faire. Ouais. Si je peux te rentrer quelque chose d'un peu plus évolué, bien, ça va être un drill. Mais tu sais, il y a des exercices évolués, là. On peut en inventer des millions, là, dépendamment de ce qu'on veut travailler spécifiquement. Le but, c'est d'intégrer la base le plus rapidement possible. Fait que donne-moi 10 minutes là-dessus, puis éventuellement, on se rendra à des trucs plus complexes. Je veux avoir ton expérience à toi, parce qu'on travaille sensiblement avec le même type de clientèle. Mettons que ton athlète, est-ce que tu le commences tout de suite avec, mettons, 10 minutes d'exercice? Parce que moi, j'ai réalisé que quand je faisais ça, ils faisaient moins leurs exercices. Fait que je commence avec du 5 minutes maximum. Puis, si je vois qu'ils sont vraiment sérieux, c'est là que j'upgrade le nombre de minutes. Parce que, puis finalement, des fois, j'ai déjà réalisé qu'un coup que j'augmentais, hop, il avait moins fait. Ouais. Parce que c'est un petit peu le principe que, parce que c'est même que je le vois, là, puis je veux avoir ton avis, toi, là. C'est que si, mettons, tu le fais pas une fois, là, une journée, tu le fais pas parce que 10 minutes, j'ai pas. En tout cas, j'ai pas. Tu t'es trouvé toutes les raisons possibles pour pas avoir 10 minutes, là, en gros. Mais quand tu as commencé à skipper une fois, skipper une deuxième fois, on dirait que tu as comme ouvert une porte. Tu as comme ouvert une porte que tu peux skipper ça de ta routine. Tandis que le 5 minutes, on dirait que tu dis que là, c'est pas vrai que j'ai pas 5 minutes dans ma journée. Tu vas être capable de trouver ton 5 minutes. C'est vrai. Puis, je trouve que tu te laisses, si tu l'as intégré dans ta routine puis tu ne laisses pas la porte de skipper, ben tu vas moins skipper. Fait que je trouve que j'ai des meilleurs résultats. Mais c'est sûr qu'il y en a des athlètes que tu le vois, là, sont by the book. Puis là, tu le sais que tu peux ralenter. Puis l'avantage que tu as avec ça, c'est que c'est juste le processus va aller beaucoup plus vite. Puis tu vas avoir des résultats plus rapides. C'est là que je voulais aller parce que l'envers de la médaille avec ça, c'est que si tu as juste 5 minutes, avec les gens qui viennent pour des douleurs orthopédiques, tu sais, qu'on a des clients, du monde qui s'entraîne puis qui veulent juste être en forme, on n'a pas juste des athlètes de haut niveau. Exemple, tu sais, mes gars qui viennent, là, tu sais, qui ont notre âge, là, entre 25 puis 45, puis qui veulent recommencer à faire du sport. Puis, J'espérais que tu mettes là-dedans. 45, c'est correct. Yes, t'es encore dedans. Mais cette clientèle-là, elle n'a pas non plus 10-15 minutes à faire dans une journée. Puis, ce qu'ils veulent faire avec leur corps, c'est pas la même chose que le gars qui joue professionnel au hockey. Donc, tu peux t'en sortir des fois avec un 5, 6, peut-être 7 minutes, puis d'évoluer sur ce temps-là, sur le long terme, puis de voir des gros progrès sur 3-4 mois. Mais un jeune athlète, il vient
souvent parce qu'il y a des enjeux, il vient de voir, que ce soit dans le gym ou que ce soit sur la glace, il faut que tu aies des résultats rapides. Là. Puis les jeunes, c'est ça. Fait que si tu donnes pas assez d'exercice, ça va prendre trop de temps. Fait que le jeune ne sera pas motivé à continuer de le faire. Puis si tu n'en donnes pas assez, ben ça va être le contraire qui va arriver. Ou si tu en donnes trop, ça va être, comme tu disais, ça va être le contraire qui va arriver. Donc, on the spot, il va le faire peut-être 2-3 semaines, mais au fur et à mesure que tu changes le protocole, il ne s'embarquera pas. Fait que trouver le juste moyen, je pense que c'est de l'essai-erreur. Avec une personne, tu regardes sa personnalité, tu commences ça à 6-7 minutes, puis après ça, ben, tu peux augmenter. Peut-être qu'une phase est moins dedans, ben là, tu redrops. C'est avance-recul, je pense. Là, c'est ça l'objectif. Là. C'est pas mal tout le temps comme ça que je le vois. Là. Pas mal, parce que pas mal t'ajuster à ce que lui fait, puis sa personnalité, comme tu dis. Ça a du sens. Ça a du sens parce que, tu sais, des fois, on est plus excité que. Tu sais, on est comme excité, là, on veut des fois plus, nous autres. Là, c'est ça notre objectif. Nous autres, on veut aider des gens à être meilleurs, à être plus optimal. Mais on peut pas vouloir plus que la personne va donner. Non. Puis même si c'est un athlète de haut niveau, mais il y a d'autres choses dans sa tête, il y a d'autres choses à faire dans sa routine aussi de journée, là, que ce soit son recovery, sa préparation, son alimentation, ses suppléments. C'est comme un tout. Hein, t'es un athlète 24 heures sur 24. Hein, tu dors comme un. Il faut que tu penses, il faut que tu prépares tes choses, tu prépares tes performances, tu fais de la visualisation. Il y a plein de choses. Pour moi, c'est de la. C'est comme la base de faire ce qu'on fait. Là. Je veux dire, il faut que les gens l'intègrent dans une routine. Puis peu importe comment tu as réussi à l'intégrer, ben là, après ça, ben, on est capable d'en mettre plus ou il faut en mettre moins, mais il faut que ça soit intégré. Ben, c'est ce qui va avoir le plus d'impact à tous les niveaux pour le moins de temps que tu vas y mettre dedans. Tu fais ce 5-6 minutes d'exercice-là. Paul King disait, le best bang for your buck. Oui, best bang for your buck, exact. Mais c'est exactement ça. Tu vas, par la bande, avoir même un effet sur tes neurotransmetteurs. Donc, tu actives des endroits de ton cerveau en faisant ces exercices-là qui sont moins stimulés ou qui s'expriment moins bien. Tu as une meilleure acuité sensorielle, comme on parlait. Fait que c'est quoi ça? Ça veut dire que tu as une meilleure information qui se rend au cerveau par les sens. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que quand tu arrives dans ton sport, l'information qui est meilleure, elle va ressortir meilleure vers le muscle. Donc, tous tes mouvements vont être plus faciles à exécuter, mais surtout de façon plus précise, plus coordonnée. Donc, tout ce qui est la motricité fine va être plus efficace. Moins de risques de blessure, plus endurant. Si tu es plus efficace à résister la gravité en général, parce que c'est ça le système postural, on va se le dire, tu es plus efficace à résister la gravité, tu es plus équilibré sur tes patins, ben, tu génères plus de force, tu génères plus de power, plus de vitesse, tes changements de direction sont plus faciles, ton freinage plus facile. Fait que ça fait que tu gagnes de l'énergie dans ton match, dans chaque chiffre. Tu travailles sur tout. Fait que tu sais, ton 5 minutes, là, l'effet que ça a, tu sais, ça va tellement. Il y a des tentacules, là, comme une pieuvre, ça s'en va sur un paquet de systèmes de ton corps. Donc, pour moi, ça, il n'y a pas rien qui matche le bénéfice de faire ces 5 minutes d'exercice-là, si c'est ce qu'on s'entend. J'ai un parent, un jeune, tu sais, le jeune, il a 11 ans. Puis là, il veut tellement que je l'entraîne côté performance déjà. Là, on a ça, ces enjeux-là. Là, puis le parent, c'est parce qu'il ne connaît pas ça non plus. Puis c'est correct, c'est notre job des éduquer. Mais là, j'essayais de se faire comprendre que il y a un plan scapulaire d'environ 3 doigts. Là. Il est full vers l'avant. Là, j'essaie de se faire comprendre ça, c'est de la dépense énergétique. Il dépense plus d'énergie que n'importe qui d'autre juste à être debout. Imagine ce qu'il doit faire sur la glace. Là, il disait qu'il n'y a pas de vitesse. Mais là, j'essaie de se faire comprendre, c'est normal. Il est tout vers l'avant. Comment tu veux te propulser? Comment tu veux te servir de tout ton enjambé si ton corps est déjà tout vers l'avant? Tu as déjà tout ton poids sur tes orteils. Là, tu fais juste pousser vers l'arrière. Tu n'as pas de glisse. J'essaie d'y mettre dans le vraiment contexte de joueur de hockey. Fait que moi, je disais, si tu as de quoi investir pour le moment, c'est qu'on doit faire de la posturo. Puis je sais que sur le moment, tu vois pas le résultat parce qu'on n'est pas en train de faire des sauts, on n'est pas en train de faire des sprints, on n'est pas en train de lever des charges, on est en train de faire de la posturo. C'est sûr que si on intègre l'entraînement en même temps, parallèlement, ça va être super. Mais si, dépendant du budget que tu as, si tu as de l'argent à investir présentement, c'est sur la posturo parce qu'on va unlocker, on va débloquer son corps pour qu'il ait accès justement à son corps pour qu'il soit plus optimal. Puis quand on va faire de l'entraînement, quand il va se remettre à patiner, quand il va se remettre à courir, bien là, il va être plus optimal.
Mais là, c'est toujours notre job. C'est de l'éducation parce que, encore là, le parent, sûrement, qui a un compte Instagram ou il a un compte Facebook. Puis là. Il regarde tous les trucs hot que les Pee-Wee 3A font. Il ressort des vidéos que Connor Bedard faisait quand il avait 13 ans ou 12 ans. Puis qu'il faisait des affaires super hot. Mais tu sais, probablement qu'un gars comme Connor Bedard, il avait déjà plusieurs systèmes déjà intégrés. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est un peu ça. Mais le but, c'est pas parce que un gars comme Connor Bedard, il les avait déjà intégrés. Puis comme je dis ça sous toute réserve parce que je ne l'ai pas évalué. Mais c'est pas parce que lui, il l'avait, puis que ton gars ne l'a pas, qu'on peut pas. Tu peux pas. Je dis pas que ça va donner un Connor Bedard, mais tu peux pas revenir à un niveau que le système est aussi efficace que l'autre. Mm-hmm. Parce que ça se travaille. C'est pas perdu, là. On peut pas rien faire, on peut pas renverser ça, là, c'est foutu. Non, ça se renverse. Mais plus tôt qu'on le fait, mieux que c'est. Exact. Fait que là, on termine comme ça. Bataille, oui ou non au hockey? Moi, c'est oui pour le moment. Tant que la Ligue nationale le permet, je pense que c'est important que les gens apprennent à se défendre. Mm-hmm. Puis je dirais la même chose pour la société en général. Je pense que de mettre les jeunes dans l'art martiaux, mm-hmm. de ne pas encourager la bataille, mais d'être capable de se défendre, c'est important. Se protéger pour ne pas se blesser. Ta confiance en toi aussi. La confiance en soi, etc. Les batailles stagées, non, par exemple. Donc, ça, les bagarreurs là, qui se tapaient sa gueule. Non, c'est ça. Leur job, mais l'affaire qui arrive, c'est que ce week-end, c'est stagé, pas stagé, parce que c'est des vedettes. Ouais, qui sont pas là pour se battre. Ils sont pas là pour ça. C'est des vedettes, des joueurs, les top joueurs dans le monde. Exact. Que là, c'était comme vraiment, comme je disais, on a dit en début de podcast, là, en entrée, c'est que c'était viscéral, c'était un message, c'était une mise en scène pour montrer le niveau d'intensité qu'il allait avoir dans cette game-là, puis on n'a pas été déçus. Non, puis l'idée, c'est que moi, je me suis fait prendre au jeu. Là, ça m'intéressait plus ou moins le tournoi des 4 nations, puis j'étais un fan de hockey. J'ai regardé les matchs Canada-Suède, États-Unis-Finlande, du coin de l'œil. Je faisais rouler ça. C'était des bons matchs de hockey, c'est le fun, mais je voyais pas. Je vois la Ligue nationale qui essaie de créer leurs propres Olympiques, puis ça me fait chier qu'ils nous aient enlevé le droit de voir ces gars-là dans les dernières années là, aux Olympiques. Là, là on retourne. On retourne. Mais là, le match Canada-États-Unis que je suis allé voir au Centre Bell, écoute, à 1h aujourd'hui, c'est Canada-Suède. Ouais. Je veux que le Canada gagne pour qu'il aille se repogner contre les États-Unis. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut voir ça. Canada-Finlande, excuse. États-Unis-Suède par la suite. Fait que, on n'a pas les résultats. On vous laisse là-dessus. On va probablement peut-être reparler de ça dans les prochaines semaines. Exact. Ça va être cool. Thank you, Joe. Yes, sir.